Bienvenue à toi. Je t'invite, pendant une quarantaine de minutes, à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Alors, es-tu prête à m'accompagner dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience? Aujourd'hui, je reçois Michel Maxime Heger au micro de Nouvelle Conscience. Michel Maxime Heger noue des liens entre le militantisme contemporain et l'expression de l'écologie sensible et spirituelle. En tant que sociologue et écothéologien, il accompagne le laboratoire de transition intérieure de 2 ONG suisses et œuvre pour une mutation globale des institutions et des individus au service d'un changement de cap. Michel Maxime Heger est également auteur et co-directeur de la collection Fondation écologique des éditions Labor & Fides. Son dernier ouvrage, Réenchanter notre relation au vivant, éco-psychologie et éco-spiritualité, est paru aux éditions Jouvence en août 2022. Je vous laisse donc en compagnie de Michel Maxime Heger et vous conseille d'écouter l'épisode en plusieurs fois afin d'en intégrer pleinement sa substance et toutes ses subtilités. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Michel Maxime Heger. Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue au micro du podcast Nouvelle Conscience. Merci d'être présent parmi nous aujourd'hui. Eh bien, merci Manon de m'avoir invité, c'est une grande joie. Vraiment. C'est une joie partagée, je suis vraiment ravie qu'on puisse parler d'éco-psychologie et d'écologie intégrale profonde. C'est des sujets dans la francophonie qui sont encore assez trop peu connus d'après moi. Donc là, vraiment, c'est une chance qu'on ait vraiment une pointure sur ces domaines au micro du podcast. J'aimerais vous proposer de vous présenter avec le cœur et en conscience pour commencer notre entretien. Bien, alors, me présenter. Alors, c'est vrai que si je considère ma vie, au fond, c'est un peu plus de 30 dernières années, je vois vraiment 2 axes. Je dirais un axe citoyen ou éco-citoyen, avec voilà des études de sociologie, un peu plus de 10 ans de journalisme engagé, en particulier déjà sur des questions d'écologie, un peu plus de 20 ans dans des organisations non gouvernementales, plutôt sur les questions de solidarité Nord-Sud, avec pas mal de travail de campagne, travail de plaidoyer aussi auprès du Parlement et du gouvernement suisse. Ça, c'est un axe. Et puis l'autre axe, c'est ce que je pourrais appeler un axe spirituel, avec voilà cette grande recherche du qui suis-je, avec cette quête finalement d'une forme de l'unité. Moi, ce que j'aime bien appeler cette grande unité entre le cosmos, l'humain et ce mystère du plus grand que soi, qu'on peut voilà nommer de différentes manières, hein, le divin, le souffle, l'esprit, la réalité ultime. Et donc qui m'a amené aussi à tout un parcours à travers voilà différents champs de la spiritualité, notamment d'abord orientale, pour finalement redécouvrir mes racines dans la tradition chrétienne, en particulier la tradition chrétienne orientale. Alors ce qui est important pour moi, c'est que ces 2 axes, ce chemin spirituel et cet engagement, donc on pourrait dire au fond un axe de transformation de soi et un axe de transformation du monde, eh bien, en réalité, ils ne font qu'un. Je crois qu'ils ont toujours été liés, reliés, mais je dirais peut-être avec une évolution. Peut-être qu'au début, première partie de ma vie, c'était un peu plus de l'ordre de la juxtaposition, puis après, ça s'est mis en boucle, et puis c'est vrai que depuis quelques années, je le vis vraiment, cette transformation de soi et cette transformation du monde comme une grande respiration, en fait. Voilà, avec cette dimension de l'inspire et de l'expire. Et en fait, c'est ce que moi j'aime bien appeler finalement la personne méditante militante.
Et puis, peut-être point important, puisque vous avez évoqué l'éco-psychologie, l'éco-spiritualité, c'est que à partir des années 2000, il y a eu différents événements, et là je pense notamment à en 2004, un grand colloque qui avait été organisé en Savoie, à l'Institut Karmaling, institut bouddhiste, et qui avait réuni voilà, toute une série d'acteurs et du monde de la spiritualité et du monde de l'écologie, qui a été vraiment un extraordinaire moment. Et là, ce moment-là, plus d'autres, m'ont fait comprendre vraiment trois choses. D'abord que l'écologie, j'ai toujours été sensible évidemment à cette question, mais et puis aujourd'hui on parle de grande transition écologique et sociale, et bien que ce n'était pas, que c'était un enjeu fondamental pour l'avenir de la Terre, mais que c'était aussi en fond une forme de formidable espace pour pouvoir explorer cette articulation de transformation de soi et de transformation du monde. Et que cette articulation n'était pas seulement une affaire privée, personnelle, mais qu'en fait c'était un enjeu public. J'aurais presque envie de dire un enjeu politique. Mais que pour ça, eh bien, il fallait pouvoir mettre des mots là-dessus, fallait pouvoir le formuler, il fallait pouvoir le rendre audible. Et c'est ce qui m'a amené à, en fait, non seulement un travail de recherche, mais aussi d'écriture, qui a débouché justement sur quelques ouvrages comme sur l'éco-spiritualité et l'éco-psychologie. Et ces deux mots, ben, en fait, c'est un peu des néologismes. Et moi, j'aime bien, en fait, le fait d'avoir mis en un seul mot écologie et psychologie, écologie et spiritualité, éco-spiritualité, éco-psychologie, parce que ça veut vraiment montrer que il s'agit pas juste on pourrait dire d'ajouter une couche écologique à un chemin spirituel ou un chemin psychologique, ou d'ajouter une couche psychologique ou spirituelle à un chemin écologique, mais de vraiment de comprendre qu'en fait, les deux sont indissociables, les deux ne vont pas l'un sans l'autre, parce que nous sommes avec le vivant, nous sommes avec la Terre, dans une communauté d'être, dans une communauté de vie, dans une communauté de destin. Et en 2016, au niveau professionnel, il y a vraiment comme une espèce de grand cadeau du ciel qui m'a été offert, c'est-à-dire de pouvoir créer au sein de deux ONG suisses, EPER et Action de Carême, un laboratoire de transition intérieure, voilà, qui est un lieu maintenant que je co-anime et qui vise justement à travailler, à offrir des espaces d'expérimentation, d'exploration de cette reliance profonde à soi, aux autres, aux vivants, au plus grand que soi, pour justement promouvoir cette figure de la personne méditante, militante. Voilà, en quelques mots, un peu résumé, je dirais, un peu plus de 30 ans de ma vie. Merci beaucoup. C'était très complet. J'imagine que c'est pas évident de faire un peu le relief sur ces 30 ans, surtout que ces dernières 30 années avaient l'air très denses. Vous aimez vous définir comme un apprenti méditant militant. Ce sont deux termes qui peuvent paraître antagonistes, antinomiques presque. Vous, comment vous les reliez en fait? Comment on peut à la fois prendre soin de son monde intérieur tout en étant dans l'action, dans le militantisme? Alors d'abord, j'aimerais juste souligner ce que vous venez de dire, c'est que je me considère comme un apprenti militant. Pour moi, c'est vraiment très très important cette dimension d'apprentissage, parce que voilà, la personne méditante militante, c'est un peu comme ça une forme d'idéal, on pourrait dire, ou une figure, on va dire un peu archétypique, voilà, pour utiliser un mot peut-être un petit peu compliqué, mais c'est vraiment, en fait, ça exprime un mode d'engagement. Voilà, qui est un chemin on essaie d'être en cohérence avec voilà ce qu'on perçoit de la transition écologique et sociale, et simplement pour dire que moi je suis encore quelqu'un qui est plein d'incohérences et plein d'imperfections, donc c'est vraiment cette idée d'être en chemin. Alors peut-être sur cette notion de personne méditante militante et comment je vois cette articulation. Alors déjà peut-être dire je sais que le mot militant, moi-même, finalement, je l'aime pas tellement ce mot, quand bien même j'utilise cette notion et que peut-être voilà, j'ai un peu contribué à la populariser, parce que c'est vrai que ce mot militant, ben, je sais qu'il heurte parfois certaines sensibilités. Je le vois dans des conférences ou des ateliers. C'est vrai que militant, ça peut faire penser à militaire, et puis c'est quelque chose qui a été finalement souvent très utilisé historiquement dans ce qu'on a appelé la construction des partis politiques. Hein. Et puis, il y a plein de connotations qui renvoient dans le militant. Voilà, c'est un peu comme ça ce côté, ce qu'on peut appeler le militantisme sacrificiel, où on va finalement sacrifier toute sa vie de couple, son être, le sacrifice de soi pour une cause. Hein. C'est un petit peu ça.
Donc, simplement pour dire, peut-être pour les auditeurs et auditrices, voilà, il faut vraiment entendre ce mot militant un peu de manière générique comme cette dimension citoyenne ou éco-citoyenne de l'engagement. Et si on a de la peine avec ce mot, ben, il y a d'autres formulations qui sont tout à fait possibles et qui finalement disent plus ou moins la même chose. Ça peut être méditant, agissant, ou engagé, méditactant. Voilà, chacun trouvera le mot qui lui convient, mais je voulais juste faire cette petite précision. Alors, la question, elle est hyper intéressante que vous posez parce que je crois que ce qui est très important dans méditant, militant, c'est le trait d'union. Mm-hmm. Et ça revient justement à souligner ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette espèce de conscience de cette unité, alors qui n'est pas encore accomplie, hein, qui est vraiment à réaliser parce qu'elle est finalement en permanence, j'aurais envie de dire, violée, détruite, cette unité entre ces trois dimensions, voilà, la Terre, nous-mêmes, et puis cette dimension du plus grand que soi. Et donc, dans le méditant militant, il y a l'expression de cette unité. Donc, les deux vont ensemble. Et puis, en même temps, le méditant, il va avant le militant. Alors, ça ne veut pas dire que le méditant serait plus important que le militant, mais en fait, dans cette espèce de spirale, si au fond, il faut voir ça un peu comme une spirale, comme une dynamique entre les deux, eh bien, c'est vrai que mettre le méditant en premier, c'est une façon de souligner, enfin, ce qui est pour moi essentiel, c'est cette dimension intérieure, alors qui peut se vivre et se développer notamment à travers des pratiques de méditation, mais voilà, il y a peut-être encore d'autres chemins, parce que cette dimension intérieure, donc vraiment ce côté inspire, hein, où on descend vraiment à l'intérieur de soi, pour moi c'est vraiment un peu, on va dire, la source en fait. C'est le levier premier, c'est le levier fondamental pour l'action, pour l'engagement. C'est, moi personnellement, je médite, je prie tous les matins, par exemple. Je consacre un moment important à ça. Et c'est vrai que dans cette connexion, qui me connecte d'ailleurs pas seulement, à mon être profond, mais aussi, voilà, à ce qui me dépasse, et puis aussi aux vivants, et puis aussi du coup aux êtres, à tous les vivants et aux êtres humains autour de moi. Eh bien, c'est là que je vais trouver au fond ce qui va pouvoir inspirer, ce qui va pouvoir orienter, ce qui va pouvoir nourrir l'action de l'intérieur. Mm-hmm. Et parce que ma conviction, c'est que toute action, donc tout engagement militant, pour l'écologie, en politique, enfin ça peut être dans plein de domaines, eh bien, pour être féconde, cette action, elle doit vraiment partir du cœur profond. En fait, finalement, c'est une espèce de mouvement qui va on pourrait dire de l'intérieur vers l'extérieur, de l'être vers le faire, voilà, on pourrait dire du ciel vers la terre. Mais l'important, en fait, c'est vraiment d'entrer dans cette danse, c'est un peu comme la danse du yin et du yang finalement. Le méditant militant, c'est vraiment d'entrer dans une forme de respiration, et puis au bout du compte, peu importe par quel bout on va entrer, nous, on a dans les ateliers, dans les conférences, on voit des personnes qui sont très militantes, mais qui à un moment donné ressentent le besoin de pouvoir entrer plus profondément dans l'être, finalement, leur engagement, parce qu'elles peuvent sentir qu'elles s'épuisent, elles peuvent peut-être être en quête d'un sens plus profond à leur engagement. Puis on peut avoir des personnes qui sont dans un chemin spirituel, qui sont dans des pratiques de méditation, par exemple, qui font de la pleine conscience, de la pleine présence, ou qui sont dans un chemin spirituel et qui, à un moment donné, à partir de là, ressentent le besoin, avec voilà aussi l'actualité, avec les souffrances de la Terre, les problèmes climatiques, la biodiversité, les inégalités sociales, qui ressentent le désir de s'engager, mais qui justement ne voient pas trop comment effectuer cette articulation. Donc, peu importe par où on entre, c'est un peu comme l'histoire de la poule et de l'œuf. Alors, juste encore un mot sur la manière dont on peut vivre ça, ou par quoi on va le vivre. Eh bien, je dirais que dans une perspective de transition intérieure, eh bien, en fait, la manière de s'engager, finalement, est aussi important que l'engagement lui-même ou que ce pourquoi on s'engage. Alors, cette manière de s'engager, elle se traduit justement par des attitudes intérieures. Par des attitudes intérieures. Et je vais juste mentionner très rapidement 2-3 points. D'abord, je dirais pour moi ce qui est très important dans une démarche de méditant militant, et ça répond à ce comment en partie, eh bien, comment on s'engage en fait.
pour ce grand changement de cap, pour cette grande transition écologique et sociale. Alors moi, je constate, et puis je le constate même dans ma propre vie, mais à quel point, voilà, rien que quand on essaie de mettre en œuvre des changements dans nos modes de vie, dans nos comportements, les éco-gestes au quotidien, voilà, actuellement, ben, on doit apprendre aussi à entrer dans une forme de sobriété énergétique, tout ça. Peut-être finalement, tout ça peut être finalement parfois un petit peu laborieux, un petit peu fatigant, un petit peu épuisant, surtout quand en plus autour de nous, tout le monde ne veut pas forcément jouer le jeu ou ne voit pas l'importance de ces changements. Et je reviens à ce que je disais, c'est que pour que ça puisse être durable et profond, c'est important que ça soit ancré profondément dans notre être. Et que cet engagement ne soit pas seulement finalement le fruit d'une réflexion, j'aurais envie de dire intellectuelle. Alors on peut lire les journaux, on peut lire plein de rapports, le GIEC qu'on trouve sur Internet ou ailleurs. Mais pour moi, le plus important, c'est que ça soit vraiment un mouvement du cœur. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on ne soit pas seulement informé, mais qu'on soit touché. Donc, c'est vraiment cette histoire de la lucidité. C'est important d'être lucide sur ce qui se passe, mais être lucide, c'est plus qu'être informé. C'est vraiment être touché. C'était le sage bouddhiste Thich Nhat Hanh qui disait « Écoutez en nous les échos de la terre qui pleure ». Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, du coup, c'est de se connecter à ce qui est vivant et vibrant au fond de nous. Hein, au fond, à notre désir, à notre aspiration la plus profonde, qui n'est pas toujours d'ailleurs facile à identifier, à trouver, à discerner. Parce que, en fait, c'est vraiment de se connecter à ça, vraiment ce qui chauffe notre cœur, ce qui nous rend vivants, ce qui est vraiment essentiel. Et puis, c'est à partir de là qu'on va s'engager. Et du coup, ces engagements, ils vont être extrêmement divers. Pour certains, ça va être de rejoindre Extinction Rebellion et puis peut-être d'aller faire des actions de désobéissance civile. Pour d'autres, ça va être de rejoindre une association qui fait de la permaculture. Pour une troisième personne, ça va peut-être d'entrer dans des pratiques artistiques, etc., etc. En fait, chacun va apporter sa contribution et je crois que la transition, c'est un formidable écosystème qui, comme en permaculture, vit de cette diversité. Donc, en un mot, que le moteur, ça soit pas le il faut, parce que c'est vrai que avec tout ce qu'on lit, on est souvent dans ces injonctions il faut, il faut, il faut, et de passer de cette écologie du il faut à une écologie du désir et qui aussi est portée par une vision qui nous inspire et qui, en fait, nous aspire, c'est-à-dire ce vers quoi on a envie d'aller. Merci. Voilà peut-être quelques éléments sur ce militant. Oui, c'est très clair, hein, l'articulation entre l'écoute de soi avant et pour se mettre dans l'action, s'ouvrir au monde de la façon qui nous est juste et qui résonne. Justement, vous avez une grande expérience du monde associatif, hein, des ONG dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous avez pu observer, ressentir ce fonctionnement double entre le méditant et le militant au sein des institutions dans l'aspect politique macro de l'engagement? Est-ce que c'est une posture qui est simple à adopter dans ces univers-là? Alors, la question est difficile. Alors moi j'ai fait, si vous voulez, longtemps du travail aussi de plaidoyer et voilà au sein d'une association dont le travail était de faire justement du travail de lobbying auprès des politiques, auprès des institutions, ou même moi-même, si vous voulez, le laboratoire est inscrit dans une grande ONG ou deux grandes ONG. Alors c'est vrai que c'est difficile de répondre d'une manière globale à ça parce que là on est toujours en lien avec des personnes, en fait. Mais ce que moi j'ai observé, et ce qui me paraît du coup, ça nous ouvre à une autre dimension importante de la transition intérieure. Je pense que pour que ça soit possible au niveau d'un changement institutionnel, donc au niveau d'une organisation, au niveau d'une institution, donc si j'ai bien compris, c'est ça votre question. Oui. Je crois que ça passe aussi par la mise en place de nouveaux modes de gouvernance. Et eh bien, le laboratoire de transition intérieure, dans la première phase, l'organisation qui en fait m'avait finalement engagé pour construire ce laboratoire, créer ce laboratoire de transition intérieure, était aussi dans une démarche, et puis ensuite ça s'est très vite concrétisé, de ce qu'on appelle holacratie, c'est-à-dire c'est ces formes de gouvernance partagée, très horizontale. Holacratie, c'est une forme holos, c'est-à-dire selon le tout, c'est-à-dire où on va s'inspirer du vivant.
et où en fait on va mettre en place toute une série de nouveaux mécanismes qui vont induire d'autres façons d'avoir des relations au pouvoir, d'autres façons de décider ensemble, d'autres façons de faire ensemble, de travailler ensemble, avec justement des espaces qui vont permettre, j'aurais envie de dire, de créer du nous. Voilà, en fait, un nous, c'est-à-dire vraiment une forme de reliance aux autres, mais au service de la raison d'être de cette organisation, mais en prenant en compte et en soignant, en prenant soin de la singularité de tous les jeux qui le composent. Et ça, c'est des techniques, hein, c'est des approches, c'est des nouvelles manières de faire des séances, c'est un travail où on va travailler en cercle, où on n'a plus de cahier des charges, mais on a des rôles, voilà, etc. C'est vraiment une toute autre approche de l'organisation. Et là, eh bien, pourquoi je dis ça? Eh bien, c'est que l'organisation, du coup, elle entre dans les nouveaux modes de fonctionnement, et le mode de fonctionnement lui-même va induire euh, des postures intérieures, notamment en lien avec le pouvoir, le faire ensemble, qui vont être différentes et qui vont créer des espaces où cette dimension militante va pouvoir se vivre. Euh, Quand on est dans des démarches de gouvernance partagée, pour être très concret, on a, et ça c'est très développé en transition intérieure, on va commencer toutes les réunions par ce qu'on appelle un moment d'ancrage ou de centrage, qui est comme un moment de méditation, voilà, qui peut être silencieux, qui peut être guidé, voilà, où chacun va pouvoir être invité à se connecter, voilà, à comment il se sent ce matin, au niveau de son corps, au niveau de ses émotions, au niveau de son mental. Et puis après, on va faire un moment de météo intérieur, comme on dit, qui va permettre à chacun d'exprimer, voilà, ce qui est vivant en lui, et puis peut-être aussi les émotions qui l'animent, peut-être les difficultés, etc. Donc on va honorer finalement, par cette météo intérieure, l'état du moment de chacun. Et puis, on va aussi avoir des nouvelles manières de communiquer ensemble. Typiquement, dans l'organisation où j'étais, on donnait, par exemple, beaucoup plus on donnait beaucoup d'importance il n'y avait aucune séance qui était obligatoire, par exemple. C'est-à-dire que toutes les séances étaient facultatives parce que il fallait vraiment que si on allait à une séance, on y allait avec une énergie où on avait envie de participer et pas parce que c'était une contrainte. Évidemment, la règle voulait aussi que si on n'était pas là, qu'on accepte les décisions qui étaient prises. Mais si vous voulez, du coup, on entre aussi au niveau dans des logiques de coopération. Et je prendrai juste cet exemple-là où alors on institutionnalise un autre rapport au pouvoir. Et on va donner beaucoup plus d'importance à ce qu'on pourrait appeler le pouvoir que par rapport au pouvoir sur, ou le pouvoir avec, le pouvoir avec, ou ce qu'on appelle parfois aussi le pouvoir du dedans, par opposition au pouvoir sur. Le pouvoir sur, on est encore dans des logiques hiérarchiques. On est dans des logiques justement de pouvoir au sens de substantif du mot pouvoir, c'est-à-dire où il va y avoir une dimension, voilà, d'autorité, au fond de mauvaise autorité, de domination, d'autorité au sens de domination. Et l'autre risque de très vite devenir une forme de concurrent ou de rival, si vous voulez, ou avec aussi le contrôle de l'information, enfin différentes choses comme ça. Et là, on va sortir de ça pour aller vers un modèle de pouvoir ou alors là, on est vraiment dans une coopération avec où l'autre, du coup, devient un allié. Vous voyez, on entre dans une autre dynamique. Une autre dynamique, c'est par exemple, souvent on est obsédé par l'efficacité, alors on fixe des objectifs, puis on dit avec ces objectifs, il y a des indicateurs, et puis on entre dans tout un système aussi de contrôle, etc. Et puis voilà, c'est l'optimisation de l'usage des ressources en vue d'objectifs à réaliser. Quand on est dans des démarches justement de gouvernance partagée, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas efficient, c'est un petit peu différent de l'efficacité, mais on va aussi donner de la place à ce qu'on pourrait appeler la fécondité, c'est-à-dire quelque chose qui est moins mesurable, quelque chose qui est plus qualitatif, quelque chose qui est plus profond, qui invite à s'insérer dans un processus. En fait, le processus, c'est un peu comme le vivant, hein, c'est pas en tirant sur la tige d'une plante qu'on fait qu'elle va pousser, mais c'est en préparant la terre.